moi je suis Maxime et je milite à Paris. Donc moi je vais intervenir pour essayer de montrer qu'il s'agit ce néo-réformisme est un réformisme en rupture avec les anciens réformistes qui se réclamaient au moins dans la forme de l'héritage du marxisme. Donc la théorie et la pratique du populisme de gauche, qui est d'ailleurs un sujet à l'université d'été de la France Insoumise de hier, animée par Chantal Mouffe d'ailleurs. Donc cette théorie-là relègue au second plan, pour ne pas dire rejette, comme on l'a vu, un bon nombre de concepts fondamentaux du mouvement ouvrier. Donc contrairement à des organisations réformistes passées, telles que d'ailleurs assez récemment le PS d'avant 81, il n'y a pas, au moins dans les productions de la France Insoumise, tout le vernis marxiste qu'il pouvait y avoir avant. Alors, je préviens que mon intervention va être centrée plutôt sur la France Insoumise que je connais le mieux. La discussion pourra voir s'il y a des choses différentes pour Podemos. Donc je vais commencer par le sujet qui est pour moi le plus difficile, qui est l'analyse économique. Donc les anciennes organisations réformistes se réclamaient économiquement de l'analyse de Marx dans les formes. C'est des textes du PS dans les années 70 commençaient par la nécessité pour les capitalistes de rétablir le taux de profit. Donc voilà, c'était très dans la forme, il n'y avait pas de conclusion pratique à ça, mais au moins ils s'en réformaient. Et alors que dit par exemple Mélenchon sur la crise? Donc il dit que ce sont des politiques d'austérité absurdes qui sont responsables de la crise, le blocage des salaires, les coupes dans les dépenses publiques, qui dépriment la demande. Du coup, les carnets de commandes des entreprises se vident, si bien que la production se contracte et que l'investissement des entreprises chute. Celles-ci préférant investir sur les marchés financiers. Donc si ce diagnostic est juste, ces remèdes à Mélenchon sont parfaitement adaptés. Il faut augmenter les salaires, les dépenses publiques, ce qui permettra de re-remplir les carnets de commandes et de faire redémarrer l'économie. Donc avec cette analyse, pas la peine d'en finir avec le capitalisme, il faut en finir avec les politiques néolibérales, absurdes, et tout le monde, ou presque, sera gagnant, salariés, entrepreneurs, etc. Donc les seuls qui seront perdants dans cette affaire, c'est les méchants financiers qui spéculent sur le terreau de la crise. Donc Mélenchon se présente lui comme l'expert en bon capitaliste. Voilà, et on voit bien qu'avec cette vision, l'exploitation capitaliste n'est pas si atroce en fait si on a des bons patrons. Donc voilà, dans cette production-là, l'analyse marxiste de la crise est totalement mise à la poubelle. Il n'y a plus, comme on peut le faire dans les jours de fête d'autres organisations qui se revendiquent de l'héritage du marxisme, l'analyse de crise en termes de baisse tendancielle du profit. Donc voilà, moi, je pense qu'il est important de bien comprendre que le système entre en crise quand les capitalistes ne sont plus capables d'extorquer suffisamment de plus-value par rapport à la masse du capital investi. Donc c'est ce que Marx appelle la suraccumulation du capital, à laquelle conduit la loi fondamentale de l'économie politique, à savoir la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Donc Marx explique que le fonctionnement normal du système conduit les capitalistes à utiliser de plus en plus de machines et de moins en moins de travailleurs et de travailleuses. Or, c'est l'exploitation capitaliste des travailleurs et des travailleuses qui est la seule source de profit, pas les moyens de production. Donc le résultat, c'est que le taux de profit moyen diminue, et l'enchaînement causal est suivant. Quand le profit diminue, l'investissement diminue, la croissance ralentit, et le chômage augmente. Donc toute cette analyse de la société marxiste ne figure plus du tout dans le programme de la France Insoumise, par exemple, et c'est en cela que malgré toutes les mesures progressistes qu'il y a dans son programme, on doit faire la démonstration que ces réformes keynésiennes sont une impasse irréalisable, et que pour obtenir ces mesures, il faudra lutter en s'auto-organisant, etc. Voilà. Une bonne preuve de ça, c'est le PS en 83. Donc au centre de la machinerie capitaliste, se trouve l'exploitation capitaliste, et cette exploitation n'est pas fondamentalement remise en cause par les néopopulistes de gauche. Il s'agit de, je cite, réaliser la transition vers une société plus douce et donc plus égalitaire dans ses rapports sociaux. Ça, c'est Mélenchon dans son programme. Donc, c'est-à-dire de rendre plus doux le système capitaliste. Alors, je pense qu'il y a une erreur profonde d'analyse, parce que les rapports sociaux sont façonnés par l'exploitation,
et que toute amélioration obtenue par une lutte de classe pour la classe des exploités sera toujours remise en cause par les capitalistes à la moindre occasion si on ne sort pas du système capitaliste. Voilà. Donc, là, les néopopulistes perdent tout, ça va bien dans le sens de ce que racontait Emmanuel, toute cette analyse de classe et de lutte permanente des capitalistes pour établir le taux de profit. Donc là, il y a une perte par rapport aux réformistes, au moins dans la forme, parce que finalement, dans le fond, c'est bien la même chose. Maintenant, je voulais parler du rapport à la classe. Donc voilà, dans la théorie du populisme de gauche, le peuple donc remplace la classe, comme on a dit. D'ailleurs, Mélenchon écrit de même que le parti est la forme d'organisation vouée à la classe sociale, le mouvement est la forme d'organisation liée à l'existence du peuple, aux pulsations de son activité et aux formes spécifiques de son auto-organisation. Donc il souhaite une auto-organisation du peuple. Mais comme la production capitaliste engendre des classes aux intérêts antagonistes, comment ce mouvement peut-il résoudre cette contradiction? Moi, j'en déduis que, en fait, résoudre cette contradiction n'est pas un objectif du tout, et que l'objectif est donc juste le capitalisme à visage humain. Mais en fait, là aussi, à mon avis, c'est encore une erreur d'analyse, puisque l'exploitation la plus grande possible des travailleurs et des travailleuses, c'est pas une méchanceté de la part des capitalistes, c'est une nécessité. C'est une survie pour les entreprises. Et je voulais revenir aussi sur l'auto-organisation du peuple, parce que l'auto-organisation, moi je la conçois pas comme ça. Pour moi, il s'agit de l'auto-organisation des exploités, des opprimés, suivant l'idée fondamentale, à mon avis, que l'émancipation des exploités sera l'œuvre des exploités, elles et eux-mêmes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été, disons, mis à la poubelle. Donc voilà, la lutte de classe n'est plus au centre de l'activité politique, à mon avis, pour ces néo-réformistes, et en particulier la France Insoumise. Elle n'est tout de même pas mise totalement de côté. Beaucoup de dirigeants et beaucoup de militants et de militantes que je côtoie disent qu'il s'agit de marcher sur les deux jambes, avec d'un côté le combat institutionnel et le mouvement social. Donc ils ne parlent pas de lutte de classe, ils disent le mouvement social, donc c'est beaucoup plus large. Voilà. Donc le mouvement ouvrier est une forme du mouvement social, une seule. Donc voilà, la lutte de classe est en fait un outil pour faire pression sur l'Assemblée nationale, mais pas le lieu où la politique se joue de façon centrale. Donc là encore, il n'y a plus la vision du marxisme que c'est par la lutte des exploités, par leur organisation pour faire avancer les luttes, pour les faire converger, que les exploités se politisent, prennent conscience de leur force, de la puissance de la grève et créent enfin leurs propres organes de pouvoir. Donc il s'agit bien ici pour les néo-réformismes d'un outil pour le parlementarisme. La France Insoumise est d'ailleurs, la politique de la France Insoumise est d'ailleurs complètement compatible avec celle des directions des grandes centrales syndicales. Les quelques journées de mobilisation isolées sans lendemain, si elles sont suffisamment grosses, permet de faire bouger un parlement et ça leur convient très bien comme perspective politique. Donc on voit là, par rapport à d'autres organisations dont est issue en fait la France Insoumise, qu'il y a toute la perte du vernis marxiste et du vernis de lutte de classe. Voilà, donc la lutte de classe et le marxisme n'est plus une référence, même si de temps en temps, dans les grands jours de fête, il peut un peu réapparaître, mais souvent en fait finalement en ne parlant que du matérialisme historique qui est un peu plus globalement accepté. Donc là j'ai un exemple qui date du 11 juillet à l'Assemblée nationale, où Mélenchon répond à l'attaque d'un député Les Républiques en Marche, La République en Marche, qui le qualifiait de crypto-marxiste. Et donc Mélenchon s'en défend en disant que crypto ça veut dire caché, et que lui s'en cache pas, et qu'il s'inscrit dans le matérialisme historique. Bon, il s'agit quand même d'un matérialisme historique bien particulier. Donc il dit tout d'abord que la lutte de classe est un fait, donc ça ok, voilà, mais qu'il lutte pour qu'elle reste civilisée, et qu'une classe n'écrase pas l'autre complètement, mais pour qu'il y ait cohabitation. Donc en période où la classe dominante est de plus en plus dominante et en veut toujours de plus en plus, c'est progressiste, ça reste progressiste puisque ça défend la classe dominée, mais en période pré-révolutionnaire par exemple, qu'est-ce que ça peut donner ce genre de raisonnement? Voilà. Enfin je voulais revenir
les théoriciens et les théoriciennes du populisme de gauche qui rejettent dans le marxisme, et là je cite, un essentialisme de classe. Donc c'est vraiment une mauvaise compréhension du marxisme parce que justement Marx a théorisé la classe pour soi, la classe en soi, voilà, et l'apparence, l'apparition, la disparition des classes, etc. Et en particulier Chantal Mouffe veut rompre avec la classe ouvrière. Alors en effet, elle reproche au courant marxiste et social-démocrate d'aborder, je cite encore, le socialisme en fonction des besoins de la classe ouvrière. Donc c'est ça qu'elle reproche à ces mouvements-là. Donc voilà, le nous, le peuple, est défini en opposition à un ennemi qui, lui, n'est pas vraiment défini, mais seulement décrit par toutes les luttes hétérogènes qui peuvent exister dans le monde. Donc en fait, théoriquement, il n'y a pas de lien obligatoire entre exploiteur, oppresseur et cet ennemi qui est construit autour du leader. Donc il est évident qu'avec cette théorie, tout le pouvoir se joue dans les parlements, où le peuple fantasmé par cette théorie peut être uni. Et du coup que le gouvernement des travailleurs et des travailleuses n'est plus du tout un objectif, même lointain, etc. Alors, cette auto-organisation abandonnée, des exploités, des exploités, des opprimés, en fait se décline aussi dans la forme d'organisation politique de ces mouvements. Donc on a vu que pour Jean-Luc Mélenchon, le parti s'est voué à la classe et le mouvement au peuple. Voilà, donc ils choisissent le type mouvement. Donc Podemos et la France Insoumise ont tous les deux des leaders charismatiques et ça participe, donc, comme tu l'as dit, à la fédération du dit peuple. Enfin, ça permet de se fédérer autour d'un leader contre un ennemi qui est défini aussi par le leader. Voilà. Et bon, bien sûr, toutes les militants et les militantes, et heureusement, de la France Insoumise ne sont pas Béat et Béat devant Jean-Luc Mélenchon, mais c'est quand même lui toujours et son entourage qui en dernière instance décide et impulse. Le 23, voilà, c'est impulsé par Jean-Luc Mélenchon et sa direction. Alors, sur l'organisation démocratique, donc la France Insoumise n'a pas de statut par exemple. Il existe seulement une charte pour la création des groupes d'appui, une charte de 20 lignes, sans aucun fonds politique. Il y a une vague référence au programme L'Avenir en commun, mais c'est tout. Voilà. Et ce vide politique, en fait, va dans le sens de la fédération du peuple, parce que c'est fédérer le peuple de façon universelle, comme ça, il faut ratisser large, etc. Voilà. Alors, par ailleurs, dans certains groupes d'appui, il a existé une vraie politisation, là, dans la période récente, avec de vraies nouvelles choses, des vraies impulsions démocratiques. La France Insoumise a su utiliser les outils du web pour essayer de faire participer des gens, en particulier quelques 3000 personnes ont participé aux propositions pour le programme. Mais en dernière instance, les décisions étaient toujours prises par le haut. Alors j'ai un exemple en Charente-Limousin, que je connais bien parce que j'ai de la famille, où les militants et les militantes locaux avaient décidé de ne pas partir pour les législatives et de faire campagne avec le PC. Et là, par le haut, il y a une candidate qui a été parachutée nationalement pour faire campagne. Voilà. Donc pareil, l'existence et la formalisation du mouvement reposent entièrement sur Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui va décider quelle forme ça prend, etc. Donc voilà, malgré les idées qui sont souvent progressistes dans le programme de la France Insoumise, sur un monde meilleur, il est à mon avis très très contradictoire de proposer à des gens sincères de participer à ça, alors que la formalisation de l'organisation n'est plus du tout démocratique, même dans les formes, parce que dans les partis réformistes, il y a eu toujours des dérives démocratiques extrêmes, mais il y avait un statut avec des règles pour pouvoir élire des représentants, etc. Là, c'est même plus le cas, c'est vraiment un abandon total. Voilà. Alors, pour conclure, donc pour moi, ce néo-populisme est donc un réformisme que je considère assumé. Réformisme au sens où ils envisagent un mouvement politique qui préconise une évolution progressive vers un mieux, et assumé parce qu'ils assument de mettre à la poubelle tout le vernis marxiste qu'ont pu avoir des organisations réformistes passées. Par contre, il faut tout de même reconnaître que ces mouvements réussissent à rassembler largement, beaucoup plus que ce qu'on est capable de faire nous. Et cela n'est pas très étonnant parce qu'en période de très faible conscience de classe,
il est inévitable que celles et ceux qui veulent se mobiliser d'une façon ou d'une autre, en votant, en agissant, reprennent des idées assez confuses, et la notion de peuple, vu qu'elle est très mal définie, en fait, est très bien pour rassembler pas mal de gens. Donc il y a une question, c'est est-ce que ça reste des forces avec qui on peut continuer à faire des fronts uniques? Parce qu'on faisait des fronts uniques avec les réformistes qui se revendiquent les marxistes. Voilà. Moi je pense que oui, et que c'est très important, et qu'on doit agir dans cette configuration. Alors premièrement en critiquant de façon la plus dialogante possible les perspectives des mouvements tels que Podemos et de la France Insoumise. Cette critique doit être une critique de fond, elle ne doit pas du tout se limiter au chauvinisme de Jean-Luc Mélenchon, par exemple en France, mais bien faire une critique de l'analyse keynésienne de la crise, de sa notion de peuple, comme on a pu le faire ici. On doit construire, à mon avis, comme la France Insoumise a pu le faire, un vrai programme, enfin c'est pas un vrai programme de transition, mais de façon chiffrée et cohérente, un vrai programme de transition avec des mesures transitoires qui résonnent chez les exploités et chez les opprimés, mais qu'on articule à la prise du pouvoir et au gouvernement des travailleurs et des travailleuses. À mon avis, c'est avec un programme pour notre classe qu'on peut arriver à construire les bases pour qu'un changement de société révolutionnaire puisse voir le jour. Voilà, ce programme doit être basé sur l'auto-organisation, c'est quelque chose qu'on défend, des exploités et des opprimés. Il doit être chiffré et plausible avec des mesures économiques telles que la sortie de l'Union européenne, de l'euro, le monopole du commerce extérieur, une monnaie inconvertible, plein de choses qui rendent réalisable et plausible un programme pour un gouvernement des travailleurs et des travailleuses. C'est à mon avis, pour finir, le seul moyen d'être audible dans cette configuration. Il faut absolument qu'on assume une politique communiste révolutionnaire pour capter sur un projet clair des milliers de personnes révoltées par ce monde et qui sont de notre classe et sur une base de classe.